junte au Niger. L'ultimatum de la CEDEAO a expiré. Les dirigeants de l'organisation vont se retrouver ce jeudi à Abuja. Les putschistes ont fermé l'espace aérien dans l'éventualité d'une intervention militaire étrangère. L'avocat Juan Branco doit être expulsé du Sénégal vers la France. Il a été inculpé à Dakar ce dimanche, notamment pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Juan Branco est l'un des avocats de l'opposant Ousmane Sonko qui aurait, selon les autorités, interrompu sa grève de la faim, débutée en détention le mois dernier. Et puis reportage dans ce journal sur le lac Turkana. Ces eaux poissonneuses sauvent de la faim toute cette région du nord du Kenya. Les sécheresses à répétition depuis 3 ans ont tué une bonne partie du bétail et plongé la population dans une grande insécurité alimentaire. La journée de ce lundi a été calme au Niger. L'ultimatum de la CEDEAO a expiré la nuit dernière. L'organisation ouest-africaine menace d'une intervention militaire si le président Bazoum n'est pas rétabli dans ses fonctions. Les putschistes ont annoncé avoir fermé l'espace aérien nigérien en prévision d'une éventuelle intervention. Le point de la situation ce lundi soir avec Laurent Bretéché. Au lendemain de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO, un calme relatif règne dans les rues de Niamey. Ils sont pourtant nombreux à se tenir prêts face à la menace d'une possible intervention militaire. Si, la CEDEAO décide surtout d'envoyer l'intervention militaire, nous allons prendre surtout notre courage à même pour défendre aussi notre pays. Pour notre patrie, on est prêt quand même à donner notre vie. Au prix de notre sang, nous sommes appelés donc à rétablir l'ordre. Si les militaires restent loyaux et fidèles à leur mission, on va les soutenir jusqu'au bout de leur mission. Dimanche soir, les autorités nigériennes avaient fermé l'espace aérien du pays, invoquant une menace imminente d'intervention de la CEDEAO. Mais pour le bloc ouest-africain qui doit se réunir jeudi pour évoquer la situation au Niger, l'option militaire semble toujours perçue comme un dernier recours. Le Tchad et l'Algérie ont ces derniers jours multiplié les appels au dialogue, tandis que l'Allemagne, l'Italie ou encore les États-Unis veulent privilégier une solution diplomatique. Toute intervention serait donc extrêmement délicate pour la CEDEAO, qui demande un retour à l'ordre constitutionnel et le rétablissement du président Mohamed Bazoum, toujours retenu prisonnier. La semaine dernière, le bloc ouest-africain avait envoyé une délégation à Niamey pour tenter de négocier avec les putschistes, en vain. Mais le Premier ministre du gouvernement Bazoum, qui se trouvait à l'étranger lors du coup d'État, affirme aujourd'hui que la junte serait prête à renouer le dialogue avec la CEDEAO. Rien ne devrait donc se passer avant jeudi, date à laquelle les présidents de la CEDEAO se réuniront à Abuja pour ce sommet consacré au Niger. À quoi s'attendre pour les jours à venir? Élément de réponse avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel. La fin de l'ultimatum n'est pas synonyme d'attaque militaire, d'intervention militaire au Niger. Les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se réunir à nouveau ce jeudi à Abuja, au Nigeria, pour notamment étudier le plan d'intervention élaboré par leur chef d'état-major de leurs armées. Alors, on sait que la locomotive, en cas d'intervention, la locomotive va être le Nigeria, mais il y a des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire qui ont déjà affirmé mettre à la disposition de la CEDEAO des forces. Alors à Abuja, on va également suivre très attentivement ce qui se passe au Niger, puisque les autorités, les putschistes de Niamey sont visiblement enclins à accepter cette fois-ci une nouvelle médiation de nouveaux envoyés spéciaux de la CEDEAO pour parler de la crise, pour trouver une issue pacifique. Alors l'autre information du jour, c'est que les Américains pourraient également dépêcher sur place une délégation pour parler aux putschistes de Niamey. Des pays comme l'Allemagne et l'Italie ont souhaité approfondir les voies pacifiques pour régler le problème. Alors, c'est dans ce contexte que les juntes de 3 pays de la sous-région, 3 pays dirigés par des putschistes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, renforcent leur coopération. De délégués des juntes maliennes et burkinabés se sont rendus à Niamey pour apporter leur soutien aux nouveaux dirigeants nigériens.
L'avocat franco-espagnol Juan Branco serait en passe d'être expulsé du Sénégal vers la France. Il a été arrêté vendredi et inculpé hier, dimanche, par la justice sénégalaise pour complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, entre autres. Juan Branco est l'un des avocats de l'opposant Ousmane Sonko. Le ministre sénégalais de la Justice a tenu tout à l'heure une conférence de presse pour évoquer le cas de Juan Branco et d'Ousmane Sonko. L'opposant aurait interrompu sa grève de la faim. Notre correspondant Eliman Dao a assisté à cette conférence de presse. Son résumé. Après l'alerte donnée par son parti ce dimanche, on était resté 24 heures sans avoir de nouvelles sur l'état de santé d'Ousmane Sonko. Le ministre de la Justice, face à la presse, cet après-midi, s'est voulu rassurant sur l'état physique de l'opposant. Ismaïla Madior Fall a tenu à préciser que Ousmane Sonko a bien observé une grève de la faim, mais une grève de la faim partielle selon le ministre de la Justice. Je vous propose de l'écouter. Le samedi matin, M. Ousmane Sonko a pris son petit déjeuner. Le samedi matin, il aurait donc interrompu sa grève de la faim. Je cite le compte-rendu de l'administration pénitentiaire. Donc, il est admis à l'hôpital principal. Et quand il est arrivé à l'hôpital principal, il a subi des soins. Il a subi des soins et après administration de ces soins, je ne veux pas entrer dans des considérations personnelles, dans son bulletin de santé, je n'y entrerai pas, mais lorsqu'il a reçu les soins, il se porte mieux. Autre affaire qui a tenu en haleine l'opinion cette dernière semaine, c'est l'affaire Juan Branco, l'avocat français d'Ousmane Sonko, qui avait réussi à entrer au Sénégal de façon irrégulière avant de disparaître tout simplement dans la nature. Il a finalement été rapatrié à Dakar depuis la Mauritanie. Après 48 heures de détention, il a recouvré la liberté, mais sous contrôle judiciaire. Le ministre de la Justice annonce son expulsion du Sénégal dans les prochaines heures. Félicien Kabuga, le financier présumé du génocide au Rwanda, devrait être libéré d'urgence. Des juges d'appel de l'ONU ont estimé en effet qu'il était inapte à être jugé à La Haye. Selon ce jugement, le tribunal spécial chargé des crimes de guerre a commis une erreur de droit en juin dernier en décidant que Félicien Kabuga devait être jugé via une procédure simplifiée, et ce malgré son état de santé. Âgé de 88 ans, il souffrirait de démence sévère. 2 personnes ont été tuées en marge d'une manifestation des taxis collectifs au Cap en Afrique du Sud. Ces taxis ont bloqué ce lundi la route de l'aéroport de la ville. Le mouvement dure depuis jeudi dernier. Les chauffeurs protestent contre une nouvelle réglementation qui autorise la police à saisir les véhicules des taxis en cas d'infraction grave, comme la conduite sans permis ou encore la surcharge du véhicule. Écoutez la correspondante Caroline. La première victime, c'est un corps inanimé qu'on a retrouvé non loin de l'aéroport, là où ont lieu la plupart des affrontements. La deuxième victime faisait partie d'un groupe de manifestants qui jetaient des pierres sur les véhicules, et un véhicule est passé avec un passager à l'intérieur qui a ouvert le feu sur le groupe. Il y a eu un autre mort ce week-end, un membre des forces de l'ordre. Beaucoup de dégâts aussi à signaler. 5 bus qui ont été brûlés, 4 véhicules privés qui ont été détruits. Il est difficile en fait de compter les dommages, car cela fait 5 jours que la violence ne fait ici qu'escalader. La raison, eh bien, les négociations entre les syndicats de taxi et la ville du Cap sont dans l'impasse. Des négociations qui sont censées réguler les routes des taxis et également les permis d'opérer des taxis. Pour la ville du Cap, les dégâts sont, je cite, dévastateurs, et les autorités refusent de retourner à la table des négociations tant que la violence continue. Au Cap, les écoles aujourd'hui, les cliniques et la plupart des commerces étaient fermés en raison de cette grève très violente. La sécheresse de ces 3 dernières années a assoiffé le nord du Kenya. Jusqu'à 90% des sources d'eau se sont tarées dans la région du Turkana. Dans cette zone, plus des 3/4 de la population vit sous le seuil de pauvreté et est en insécurité alimentaire. Pourtant, les Turkana vivent près d'un des plus grands lacs d'Afrique, riche en poissons. Le reportage sur place de nos correspondants Bastien Renouille et Théo Prouveau.
Il y a quelques mois, le village de Murueze était au bord de la famine. Samal Logiron a failli mourir. C'est l'enclos de mes chèvres. Comme vous pouvez le voir, il est vide. Tous les animaux dont je dépends pour survivre ont été tués par la sécheresse. J'ai dû manger des baies pour survivre. Plus rien ne pousse et des centaines de milliers d'animaux d'élevage sont morts. L'État a dû apporter une aide d'urgence. Il cherche désormais des solutions durables. L'une d'entre elles, le lac Turkana, situé à 80 km du village. Il regorge de poissons. Des usines doivent voir le jour pour valoriser la pêche. Nous aimerions avoir un bel endroit où vendre notre poisson. Si le gouvernement veut nous soutenir, il nous fournira une usine et nous y emmènerons le poisson pour qu'il soit conditionné. Aujourd'hui, perche du Nil et tilapia sont principalement consommés par les riverains. Ils pourraient pourtant être acheminés ailleurs et nourrir la région. Dans ce village, une usine a vu le jour dans les années 80 avant de fermer 10 ans plus tard. Beaucoup espèrent l'avoir redémarré. Quand les travaux auront été effectués, tous les jeunes d'ici pourront travailler. Les pêcheurs gagneront bien leur vie, ils pêcheront plus de poissons et ils les enverront tous ici. En attendant des actions publiques, des ONG lancent leur programme. Dans le village de Loropio, une première entreprise de traitement reçoit jusqu'à 12 tonnes de poissons par mois. Avec des bons investissements, des formations et si l'on fournit les bons outils aux pêcheurs pour exploiter ce lac de manière durable, nous arriverons à endiguer l'insécurité alimentaire. Ici, le poisson est congelé et peut ensuite être expédié. Un premier pas pour aider à la sécurité alimentaire de la région, alors que les sécheresses se multiplient dans la Corne de l'Afrique. Voilà pour ce journal. Merci de votre attention. On se quitte quelques instants et on se retrouve tout de suite pour un point complet sur l'actualité internationale cette fois.